bienvenue à ce webinaire qui est consacré à un sujet qui nous parle du coup et qui est assez important, c'est la transition d'expert technique à manager d'équipe. Je suis Valérie Surchat et j'ai le plaisir de coordonner cette session au nom de JobWatch. Donc on va commencer tout de suite par une petite présentation de JobWatch pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc on peut passer à la slide suivante. Encore la slide suivante, merci. Oui, on va juste établir d'abord quelques petites règles, donc soyez bienveillants dans le chat. Toujours, on fait beaucoup de live chez JobWatch et c'est toujours très bienveillant, on a beaucoup de questions, c'est super. Vous pouvez participer dans le chat, je lirai vos questions à la fin, comme ça on pourra bien suivre toute la présentation et n'hésitez pas. Posez toutes les questions que vous avez dans le chat. Pensez à bien éteindre votre micro pour... voilà, comme ça nos expertes pourront parler tranquillement. C'est toujours sympa d'indiquer son nom et puis d'avoir vos caméras allumées, c'est toujours plus sympa d'avoir des visuels. Et je tiens à préciser que cette session est enregistrée. Elle sera disponible après en tout cas sur le compte de JobWatch sur le YouTube pour un replay. Donc voilà. On peut changer de slide, s'il te plaît. Merci. Parfait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas encore JobWatch, donc nous sommes une plateforme de référence pour l'emploi horloger dans l'horlogerie, la microtechnique et tous les métiers qui y sont liés. Donc, on a plus de 70% des employés dans le monde de l'horlogerie qui sont inscrits sur JobWatch pour chercher du travail. Et on met en rapport donc, des entreprises de l'horlogerie et de la sous-traitance avec des candidats potentiels. À l'heure actuelle, on a plus de 215 offres d'emploi dans une très large gamme d'emplois, que ce soit des emplois techniques, des emplois même dans l'informatique, le marketing, l'horlogerie évidemment, etc. Et puis, tout dernièrement, on a aussi fait une toute nouvelle plateforme de formation. Donc on regroupe aujourd'hui 91 formations dans plein de domaines différents. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est des offres d'emploi, comme vous l'avez compris, un large réseau avec des actualités horlogères, on couvre aussi les grands événements horlogers, des formations, et puis dans ces formations, vous avez entre autres aussi des coachings personnalisés. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il te plaît? Merci. Donc, je vous parlais de ces nouvelles plateformes de formation. Donc, on a décidé avec beaucoup de partenaires qui étaient déjà connus et reconnus dans le monde horloger, technique, etc., de les regrouper sur une plateforme pour que vous ayez accès à un grand nombre de formations. Donc, c'est des offres très très variées, des offres techniques, des soft skills, du management, du développement personnel même, etc. Et vous avez aussi toutes sortes de formats flexibles, présentiels, en ligne, etc. Donc je vous mettrai aussi tous les liens dans le chat juste après. Donc je vous invite vraiment à profiter de ces offres et à venir tout simplement les consulter. Donc voilà, moi je vais, si vous avez des questions aussi sur JobWatch, vous n'hésitez pas. Moi je suis aussi sur LinkedIn, Valérie Surchat, vous n'hésitez pas à me mettre, vous connecter avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà. Donc je passe la parole à mes collègues d'Ariac, qui aujourd'hui est aussi présente évidemment sur cette plateforme de formation chez JobWatch, que j'aurai le plaisir également de vous donner le lien juste après. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation à parler aujourd'hui de cette thématique d'expert technique à manager d'équipe. Je me présente brièvement. Je suis consultante et coach professionnel en leadership, accréditée par ICF au niveau PCC. J'accompagne des personnes individuelles, des managers ou bien des équipes afin qu'ils atteignent leurs objectifs, ceux qu'ils se sont fixés dans le respect d'eux-mêmes et de leur environnement.
J'ai plus de 25 ans d'expérience dans la logistique et la supply chain, ainsi que dans l'amélioration continue. Et j'ai travaillé dans des entreprises qui ont dans des environnements régionaux et internationaux. J'ai également travaillé à l'étranger. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous occupe, d'expert technique à manager d'équipe. Quel est le challenge dans cette transition? Il y a une étude qui a été faite par le Centre de leadership créatif, validée également par mon expérience personnelle. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je forme des gens qui deviennent managers d'équipe pour la première fois. Donc, tout ce que je vais vous partager qui vient de cette étude fait vraiment écho avec ce que j'ai pu vivre sur le terrain. Il se trouve que cette étude montre que 20% des nouveaux managers sont évalués comme faisant un mauvais travail, entre guillemets, par leurs subordonnés directs. Et également, 26% de ces nouveaux managers déclarent qu'ils ne se sentent pas prêts à diriger les autres lors de leur promotion. Et 60% de ces nouveaux managers rapportent ne pas avoir reçu de formation formelle en leadership lorsqu'ils ont pris leur nouveau rôle. Donc, au vu de ces chiffres, il n'est pas étonnant de voir qu'effectivement, en général, 50% des managers des organisations sont considérés comme étant moyennement efficaces. Cette étude qui a été aussi menée sur 300 personnes qui ont pris part à une formation pour les nouveaux managers a aussi relevé qu'il y a des challenges qui sont communs. Il y a 12 challenges qui ont été identifiés comme étant des challenges communs pour tous les nouveaux managers. Évidemment, on ne va pas passer ces 12 challenges dans le temps qui nous est imparti, donc on en a sélectionné 2 sur lesquels nous allons faire un petit zoom. Le premier challenge, c'est vraiment la transition qui est de moi à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi est-ce que je dois passer pour pouvoir faire cette transition de moi à nous? Et le nous commence quand on est 2. C'est-à-dire que même si je suis manager que d'une seule personne, on se retrouve dans une configuration où on peut parler de nous. Donc, le grand challenge dans cette transition, c'est que je dois passer d'une réussite individuelle à un succès d'équipe. Avant de devenir ce manager d'équipe, j'étais un contributeur individuel qui effectuait le travail pour moi-même et j'étais principalement axée sur ma performance personnelle, qui est en général liée à des objectifs que l'on m'a donnés. Et en tant que leader et responsable de l'équipe dont je viens de prendre la direction, je suis aussi responsable maintenant non seulement de ma performance personnelle, mais aussi de la performance de l'équipe et responsable des gens qui vont faire le travail pour le succès de l'équipe. Donc vraiment, on passe d'un état où je faisais tout moi-même, ou quasiment tout moi-même, à je dois faire aux membres de mon équipe pour assurer le succès de l'équipe et bien sûr plus tard le succès de l'organisation. Donc pour cela, je dois donner une direction à cette équipe, où est-ce que j'ai envie de l'emmener. Je dois organiser le travail, le mien et celui des autres. Je dois également motiver et puis faire confiance à mes collaborateurs puisque je vais leur attribuer des tâches à effectuer. Je dois développer les membres de cette équipe pour s'assurer qu'ils vont toujours avoir les compétences utiles au succès du département et de l'organisation aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Et puis, je vais aussi devoir gérer des parties prenantes. Mon propre manager, évidemment, ça c'est la première partie prenante à qui que je vais devoir gérer. Mes collègues, qui sont aussi des managers d'équipe, des clients internes, tout un tas de gens avec qui je vais devoir interagir. Donc, souvent, ce qui se passe dans cette transition, c'est que c'est une étape qui va inviter les managers à surmonter les tendances de la microgestion, pour s'assurer que les choses soient bien faites, et la difficulté à lâcher prise. Avant, ou disons, c'est souvent
ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens se disent: «Si je le fais moi-même, ça va aller plus vite et ça sera mieux fait». Or, il faut justement pouvoir prendre de la distance et trouver les outils qui vont vous permettre de faire en sorte que les membres de votre équipe fassent aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Alors comment est-ce que concrètement, hein, comment est-ce que vous pouvez, commencer cette transition de la meilleure manière possible? Il s'agit évidemment d'inspirer, et de motiver vos collaborateurs, comme on l'a dit précédemment. Et pour ce faire, il faut d'abord être inspiré soi-même. On n'a jamais vu personne suivre un leader, pardon, qui n'était pas inspiré, qui ne croyait pas, à sa mission et à ce qu'il devait effectuer. Donc une des premières choses à faire quand on est nouveau manager, c'est d'abord de réfléchir à: «Qu'est-ce qui me motive dans ce rôle? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce rôle?» Donc je vous livre ici 3 petites questions, on les mettra peut-être après dans le petit email récapitulatif pour que vous puissiez les garder avec vous, qui vont vous permettre de commencer cette réflexion. La première question, c'est: «Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce rôle de manager?» Souvent, on accepte une promotion parce que voilà, c'est le chemin, mais on ne réfléchit pas forcément à: «Qu'est-ce que cette transition veut dire pour moi en tant que manager?» Ensuite, la deuxième question, c'est: «Quel type de manager j'ai envie d'être?» On a tous eu des managers, des bons, des moyennement bons et des moins bons. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être? Quel type de manager j'ai envie d'être pour mon équipe? Et une dernière question qui est très importante, qui est: quelles sont mes valeurs? Cette question, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de prendre vos décisions basées sur vos valeurs et en alignement avec vos valeurs. Elle va vous permettre de définir des lignes qui vont vous permettre de dire: «Jusque-là, je suis OK de faire. Après ça, non, je ne suis plus OK de faire». Donc la réflexion sur les valeurs est aussi très intéressante. J'ai également un petit lien qu'on pourra fournir peut-être dans l'email de suivi où vous pourrez aller faire cet exercice pour vous-même. Donc ça, c'était la première dimension et le premier challenge que l'on rencontre quand on est nouveau chef d'équipe. Maintenant, le deuxième élément, le deuxième cas que l'on a sélectionné parmi les 12 challenges mentionnés précédemment, c'est le fait de devoir passer d'expert à coach. Ici, un changement de perspective va s'imposer. Le manager doit passer de la personne qui sait tout sur tout dans son domaine à celle qui ne sait quasiment plus rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ici, on ne parle pas de coach qui va vous dire quoi faire, comme un coach en nutrition, par exemple, qui va vous dire quoi manger, à quelle heure et en quelle quantité. Ici, on va plutôt parler d'un coach qui va vous faire réfléchir, celui qui va croire en vos compétences, en votre savoir et votre capacité à trouver les meilleures réponses pour vous-même et par vous-même. Celui qui vous fait grandir et qui vous développe. Car ô combien sommes-nous tous plus fiers quand nous trouvons nos solutions par nous-mêmes. Je suis sûre que vous avez tous eu l'occasion d'expérimenter cela dans votre carrière. De nouveau, concrètement, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en œuvre pour vous mettre dans cette nouvelle posture de coach qui va développer les membres de vos équipes? La première, elle est très simple. Soyez curieux, soyez vraiment intéressé à savoir comment votre collaborateur ferait, lui, pour résoudre ce problème. La deuxième, elle est directement liée à la première, c'est que si on est curieux, il faut aussi qu'on soit ouvert. Il faut être disposé à être surpris par une approche qui peut être potentiellement complètement différente de la vôtre. Et la dernière, qui est aussi liée aux deux précédentes, c'est qu'il faut être prêt. Préparez-vous à ce que ces nouvelles idées ne soient pas exactement celles que vous auriez eues, qu'elles ne donnent pas exactement le même résultat ou même parfois qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Il s'agit évidemment d'introduire ici un droit à l'erreur, un droit à l'expérimentation pour que les gens puissent apprendre en faisant.
évidemment dans la mesure du possible. Maintenant, qu'est-ce que c'est que des bonnes questions de coaching? Comment je vais poser des bonnes questions à mes interlocuteurs pour les aider à grandir? Des bonnes questions de coaching, ce sont des questions qu'on appelle des questions ouvertes, car elles incitent les interlocuteurs à partager leurs pensées, leurs expériences, leurs opinions de manière beaucoup plus approfondie, plutôt que de répondre par un simple oui ou non. Donc ces questions, on les reconnaît parce qu'elles commencent de la manière suivante. Qu'est-ce que? Qui? Quel? Comment? Où? Quand? Décrivez-moi ceci ou parlez-moi d'eux. Voilà, ceci sont des petits trucs que vous pouvez mettre en œuvre pour commencer à poser des questions qui vont permettre à vos collaborateurs de se développer. Donc, on remarque que dans cette transition de expert technique à manager, effectivement, le passage à la motivation et à la confiance envers les autres peut être parfois décourageant, ce qui met en évidence un besoin de soutien et d'une formation ciblée pour cette transition. Et donc, je vais laisser la parole à ma Ouais. collègue Margot qui va vous expliquer ce qui est De quoi? disponible dans l'environnement d'Ariac. De vidéo. Merci beaucoup, Ah oui, oui, oui. Florence. Merci beaucoup, Florence, Elle n'est pour... pas assez, là, t'as pas vu? Alors, je ne sais pas si c'est possible de couper les micros pour tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc merci, Florence, pour cette entrée en matière, cette introduction. En effet, on observe que ce passage d'expert technique à manager d'équipe n'est pas une transition totalement évidente, induite ou naturelle, et qu'elle nécessite souvent d'être soutenue, accompagnée pour permettre que cette transition se passe pour le mieux. Alors peut-être, juste avant d'aller dans le détail, je vais peut-être simplement me présenter. Donc, Margot Meudjo, pour ma part, je suis consultante et coach également donc à l'ARIAC. Donc, on est un organisme de formation et de conseil en qualité et performance. Et puis, donc, ce qui est très riche dans ce poste, c'est qu'il y a vraiment plusieurs casquettes qui viennent s'alimenter les unes et les autres. J'ai pas tout de suite été dans le domaine des soft skills, mais l'entrée s'est faite par le déploiement de systèmes de management, que ce soit qualité, sécurité, environnement, ou par l'apport des audits aussi. Ça peut parfois être étonnant, mais il y a vraiment un lien direct que j'ai en tout cas entrevu. Et dans ce cadre-là, le constat, c'était le suivant, c'est que les entreprises font souvent face à des transformations avec des nouveaux systèmes de management qu'elles vont mettre en place. Et puis, les solutions de normes, d'outils ne sont pas suffisantes. Bien évidemment que l'humain a besoin d'être accompagné, sinon on va être sur des solutions court terme. Et donc l'idée, c'est comment accompagner au mieux l'humain dans une dynamique dans un soutien, si je peux dire, de la performance des organisations. Donc c'est l'idée. Et puis dans mon parcours, j'ai exercé d'abord en tant que responsable donc SMI en France, dans diverses industries, et puis depuis 7 ans, plus sur le territoire donc, de la Suisse, où là, on intervient dans tout type d'environnement, que ce soit dans les industries, des organisations publiques aussi, des services. Voilà. C'est très, très riche de pouvoir voir l'ensemble de ces activités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez donc quelques chiffres clés sur le modèle andragogique d'Ariac. Et puis, c'est vraiment un élément sur lequel on apporte une attention particulière et plus spécifiquement aussi dans le cadre des formations sur les aspects humains.
puisqu'un des constats qui est fait, c'est que très souvent, les formations dans les aspects humains, vont avoir des résultats trop court terme. Donc, elles vont générer souvent une grande motivation, même du plaisir pendant la formation, un gros apprentissage, mais maintenant, les résultats ne sont pas toujours notables sur du long terme. Et c'est là où on a observé du coup un manque et un besoin de repenser le modèle andragogique d'une autre manière. Et c'est ce modèle que je vais vous présenter qui vont permettre d'encourager des effets plus long terme. Alors, comment on l'a pensé? Dans un tout premier temps, donc c'est un modèle en 4 étapes. La première étape consiste à expérimenter en même temps que l'on apprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la formation, l'objectif n'est pas de présenter des éléments théoriques à l'apprenant, mais plutôt de lui permettre de faire comme un vie-ma-vie, si on peut le dire de cette manière, de se mettre dans la peau du collaborateur qu'il va accompagner. C'est-à-dire que le formateur va permettre d'expérimenter les outils que l'apprenant devra ensuite expérimenter ou pratiquer avec ses équipes. Donc ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet vraiment une forte, on pourrait parler d'empathie, enfin une capacité à se mettre dans la peau aussi du collaborateur et de voir comment on reçoit les différents outils ou les différentes approches qui vont être utilisées dans le domaine des soft skills. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à pratiquer. On apprend en vivant la chose entre autres, donc c'est de permettre à l'apprenant de mettre en application ce qu'il aura d'abord observé en tant que, j'ai envie de dire, ciblé en tant qu'apprenant, et puis là, c'est de pouvoir lui permettre de le mettre en pratique. Troisième étape, c'est pour créer ce transfert dans le quotidien. On a aussi trop souvent quelque chose de scindé entre la théorie ou la formation et après le retour au quotidien. Et là, on n'arrive plus à faire ce transfert. L'idée de cette étape 3, c'est de créer ce pont pour faciliter, ou plutôt de décloisonner la formation du quotidien de l'apprenant pour qu'il puisse directement l'appliquer dans son travail au quotidien. Et la quatrième étape consiste à apprendre de ses expériences et de celles des autres. Ici, c'est pour encourager un ancrage et un partage entre ses pairs, avec ses pairs. On va plutôt s'appuyer sur des solutions de co-développement qui consistent à garder une dynamique permettant, une fois que l'apprenant aura pratiqué, de faire des feedbacks, d'échanger, de continuer d'apprendre sur la base de ce qui est vécu au fur et à mesure. Comment ça se traduit du coup chez Ariac? Donc on va d'abord avoir une étape avant formation. L'idée c'est de pouvoir optimiser parce que là je vais vous présenter du coup 3 formations types que l'on propose à l'Ariac. Et dans ces 3 formations types, on est sur 3 formations d'une journée. Donc c'est ambitieux. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que par rapport aux problématiques, je reviens juste, mais aux problématiques que je vous expliquais, qui consistent à vouloir aider à ce que les aspects humains puissent se voir dans des résultats plus long terme. Vous imaginez bien que si on propose des accompagnements trop long terme, soit il n'y aurait pas toujours le budget ou ce ne serait pas toujours adéquat non plus à 100% pour les entreprises. Donc on en fait aussi dans certains cas, mais d'une autre manière. Donc là, on a relevé le challenge de, on va dire, 3 formations avec des résultats moyen-long terme sur des formations d'une journée. Donc pour cela, on va déjà commencer avec un travail avant la formation où on va souvent envoyer un sondage pour susciter déjà un questionnement et pour prélever un état de situation sur les challenges actuels. Donc, ça permet aussi d'avoir une formation plus ciblée par rapport aux besoins concrets des apprenants. Deuxième étape, donc c'est la formation qui va se découper en 2 demi-journées. La première demi-journée,
ça va être le fait d'expérimenter en même temps que l'on apprend. Et la deuxième, de pouvoir mettre en application directement. Là, souvent, on va avoir comme livrable de cette journée de formation un plan d'action concrète, donc pour chaque apprenant, sur comment créer ce pont, ce transfert dans son travail au quotidien. Et ensuite, on va proposer sur un timing d'à peu près 8 semaines après la fin de la formation, une demi-journée qui peut se faire à distance ou en présentiel, là c'est sur demande, qui va permettre de générer ce co-développement. Et en fait, c'est de l'amorcer pour qu'après, il soit entretenu. Mais c'est pour poser les bases de ce co-développement, d'apprendre de ses expériences et de celles des autres. Donc à l'ARIAC, selon ce modèle précisément, on a développé 3 formations centrales. Une première sur l'intelligence collective, une deuxième sur la prise de parole en confiance. Là, ça se prête autant pour défendre un projet face à un comité de direction que pour s'adresser à l'ensemble de son équipe, de ses collaborateurs. Et également une journée sur l'accompagnement au changement. On a voulu vous présenter brièvement les grandes phases de chacune de ces 3 formations. Donc, pour l'intelligence collective, ça va être d'amener le groupe, d'équiper plutôt l'apprenant à amener le groupe à une phase de créativité. Donc là, on va parler d'exercice de chauffe ou j'ai plus le terme, mais on peut parler d'exercice de chauffe ou de brise-glace, voilà. Dans une deuxième étape, on va accompagner l'apprenant pour qu'il puisse, là aussi, je vais peut-être introduire avec un autre constat, mais c'est que ce qu'on observe souvent dans l'intelligence collective, c'est que les managers ne manquent pas forcément d'outils. Beaucoup ont déjà suivi des formations, ils ont quantité d'outils, mais la vraie problématique se pose sur le fait du choix du bon outil selon un besoin spécifique. Rien ne sert d'en avoir trop, souvent on peut s'appuyer sur que quelques outils, mais c'est surtout d'arriver à inscrire une dynamique d'intelligence collective avec sens, orientée sur un but à atteindre, et dans ce sens, on va accompagner pour faire le bon choix des outils. Et ensuite, donc phase 3 sur la combinaison des idées. Donc une fois que le brainstorming a été fait, comment on arrive sur un résultat concret à la fin. C'est bien beau d'avoir généré beaucoup d'idées, mais voilà, quel résultat concret à la fin? Donc comment on peut combiner les idées et les concrétiser pour avoir un résultat final. Les grandes phases pour la prise de parole en confiance. Ici, ça va être d'abord de donner du sens à l'intervention. Alors vous serez peut-être du même avis que moi que de plus en plus, on voit une attention qui se porte sur ce qui est rendu visible, mais le plus important, ça va être le sens donné dans l'intervention. Et donc là, c'est de clarifier une intention vis-à-vis de l'auditoire. Dans un deuxième temps, de pouvoir travailler sur le contenu et également le contenant, qui va favoriser l'absorption, si je peux dire, des notions abordées. Et enfin, comment renforcer la confiance en soi, faire face aux différents symptômes de stress qui peuvent aussi se percevoir. Et puis, parfois, c'est même pas tant du stress, c'est comment asseoir davantage sa crédibilité pour favoriser l'adhésion au projet. Et là, le non-verbal va aussi rentrer dedans, un cycle verbal pour le favoriser. Et enfin, les grandes phases de l'accompagnement au changement. Ici, on va retrouver dans un premier temps de comprendre ce que c'est que le changement et surtout ses effets sur l'humain, qui sont souvent négligés. Donc, peut-être qu'il y a un changement avéré qui peut avoir lieu, qui est situationnel. Par contre, l'humain, il doit vivre et accueillir ce changement. Voilà.
C'est comment ensuite accompagner le changement et anticiper les facteurs d'essoufflement, voire même du coup les éviter. En troisième étape, évaluer pour mieux ajuster son accompagnement. Et enfin, réagir aux résistances de manière constructive. Forcément, qui dit changement dit résistance. C'est pas forcément une volonté de nuire ou d'empêcher le projet, c'est que, et même c'est souvent bon signe, c'est j'ai envie, mais si je résiste, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à passer ce cap-là. Donc, souvent, c'est les objections qui vont remonter n'en sont pas réellement, mais c'est plutôt aidez-moi à passer ce cap. Et donc là, c'est comment accompagner là-dessus, comment répondre de manière constructive aussi pour permettre aux collaborateurs de passer de bien vivre ce changement. Donc voilà pour ces présentations donc de nos 3 formations qu'on propose au sein de l'ARIAC sur les aspects humains pour l'instant et avec un modèle andragogique du coup bien spécifique pour encourager des résultats long terme. Je fais juste une petite aparté. N'hésitez Oui. pas à le voir dans le chat. Comme ça, je vous mets un peu quelques liens intéressants et aussi sur les formations. Alors voilà, je vous laisse du coup peut-être reprendre. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser, que ce soit sur la partie de Florence ou de moi-même ou même de JobWatch. N'hésitez pas déjà à poser les premières questions pour cette première partie. Donc pour le moment, on n'a pas de questions, donc j'invite qu'on continue. Il y a une question. D'accord. Y a-t-il un niveau requis pour ces 3 formations? Puis-je y accéder même si je ne suis pas encore manager d'équipe? Alors oui, c'est possible d'y accéder même sans être encore un manager d'équipe. C'est même, je pense, recommandé, puisque ça peut faciliter et anticiper les risques que notamment Florence nous a présentés tout à l'heure sur cette transition qui n'est pas toujours évidente. En termes de prérequis, non, sur ces journées ces formations d'une journée, on n'a pas de prérequis spécifiques par rapport à cela. Est-ce que ça répond à la question? Nous avons une nouvelle question. Quels seraient des outils concrets comme exemple dans une des 3 thématiques présentées? Alors, je vais reprendre peut-être juste une. Si je prends pour... alors, attendez. Si je prends, par exemple, sur l'intelligence collective, la première, si je prends beaucoup, je prends la plus évidente et souvent la plus connue, mais que je trouve souvent la moins, peut-être, moins bien utilisée, donc autour du brainstorming. Donc, tout le monde connaît le brainstorming. Et puis, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne vient pas à beaucoup de résultats, où ça fait justement un gros remue-ménage, mais on n'arrive pas à grand-chose. Et puis, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un outil tel que le 6-3-5. Donc, c'est en résumé, on aurait 6 personnes, 3 colonnes, 3 thématiques et 5 minutes. Et puis, on fera un tour pour que chacun, un groupe de 6 personnes, on puisse émettre des idées sur une thématique. Et en fait, c'est un système qui fonctionne avec qui peut aller jusqu'à 6 itérations. C'est-à-dire qu'on rebondit, dès le 2e tour, on rebondit sur l'idée du précédent. Et c'est là on arrive à une certaine profondeur de brainstorming. Si je prends juste cet exemple. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu, si c'est un peu plus clair. Je pense que c'était répondu. Et puis, une petite question encore. Est-ce que ces formations ARIAC ont une reconnaissance, certificat, attestation, etc.? À l'heure actuelle, donc, elles offrent une attestation
On est en train de construire, et justement, là, je regarde Florence, on est en train de construire, ça arrivera sur 2026, une formation, je ne suis pas neutre, mais qui va être extra, sur les managers de proximité, qui va allier technique et humain, mais pas de manière scindée, mais vraiment tout au long de la formation, il y aura un doux mélange entre les deux. Et puis là, on sera sur une formation longue de 7 jours et ce sera une formation certifiante pour le coup. Mais pour l'instant, ces trois-là que nous venons de citer offrent une attestation. D'autres questions? Qu'est-il possible de faire si le manager se rend compte qu'il n'arrive pas vraiment à connecter avec sa nouvelle équipe? C'est une question très intéressante parce que on peut devenir manager, mais on n'y arrive pas. Que faire? Peut-être pour ne pas répondre à toutes les questions, je te laisse, Florence, aussi. Oui, merci. Alors effectivement, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver quand on est nouveau manager. Là, il y a évidemment plusieurs possibilités qui sont à disposition. Il faudrait un petit peu creuser pour comprendre qu'est-ce qui génère ce manque de connexion. Mais ça peut être des barrières qui peuvent être des barrières personnelles d'abord, qui font que c'est pas facile de communiquer, c'est pas facile de connecter avec les individus dans l'équipe et l'équipe au grand complet. Donc là, on peut envisager des solutions de coaching personnel. Après, ça peut être aussi peut-être un manque de connaissance de justement qu'est-ce qui fait tic dans les membres de mon équipe? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui va les motiver? Quelles sont les choses qui font qu'ils ont envie de se lever le matin et puis de venir contribuer à l'équipe? Donc, peut-être aussi avoir des conversations en individuel avec chaque membre de l'équipe pour un peu découvrir ces éléments-là et puis pouvoir voir comment est-ce que, en tant que manager et en tant qu'équipe, on peut y répondre. Donc voilà, c'est deux exemples que je peux donner sur ce type de situation. Maintenant, de nouveau, comme je disais, il peut y avoir beaucoup de choses qui font qu'on arrive à cette situation-là, qui vaudrait le coup que ce soit exploré un petit peu pour pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Très bien. Pardon? Voilà. Alors, il y a plein de questions. Donc, Marco qui nous demande s'il est au chômage. Donc, l'ORP m'interdit des cours, des formations dans la journée. Il y a des cours en soirée et en week-end. Est-ce qu'il y a des cours en soirée et en week-end? Je peux déjà, Marco, vous répondre en partie. Si vous entrez sur JobWatch, le lien que j'ai donné directement avec les formations ARIAC, vous pouvez évidemment choisir la plage horaire, journée, soirée et week-end, ce qui peut vous correspondre, ce qui pourrait vous correspondre. Est-ce qu'un complément avec ça? Je me tourne vers mes collègues de ARIAC. Oui, j'ai un écho. À l'heure actuelle, en tout cas à l'ARIAC, on propose uniquement des formations entre le lundi et le vendredi en journée. Voilà. Donc, il y a certainement d'autres solutions, peut-être sur ce type de besoin très spécifique que, comme vous l'avez dit, qui peuvent être proposés par le biais de JobWatch. Mais en tout cas, à l'ARIAC, ça va être uniquement du lundi au vendredi en journée. Une question, est-ce différent si le manager était membre de l'équipe qu'il va gérer? Faut-il adopter un comportement différent? Alors, c'est une grande thématique. Effectivement, c'est souvent ce qui se passe, hein. J'étais le membre de l'équipe, j'avais des collègues, et puis tout d'un coup, c'est moi qui vais devenir leur manager. Et adopter un comportement différent, oui et non. C'est-à-dire que vous êtes qui vous êtes, vous allez rester la même personne. Par contre, vous allez endosser un nouveau rôle. Et là, ce qui va être extrêmement important pour vous, c'est d'être très clair sur dans quel cadre est-ce que vous opérez, qu'est-ce qui fait partie de votre nouveau rôle et quelles sont les décisions que vous allez devoir prendre
par rapport à ce nouveau rôle et donc par rapport à l'équipe et à vos anciens collègues. Donc, il va y avoir un travail qui doit être fait pour pouvoir vraiment être extrêmement clair sur ce cadrage pour pouvoir après éventuellement recadrer si nécessaire. Et de nouveau, c'est une des facettes possibles pour pouvoir travailler sur cet élément-là en particulier. Très bien, oui, c'est compliqué de gérer les résistances d'une équipe qui est déjà en place et de passer d'un statut à un autre, ça c'est sûr. Est-ce que nous avons encore des questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Alors, donc, les 3 questions suivantes qu'on a évoquées dans ce live, c'était qu'est-ce qui compte le plus pour moi en tant que manager? Quel type de manager ai-je envie d'incarner et quelles sont mes valeurs? Est-ce que ces questions, elles permettent réellement de bien déléguer et de lâcher prise? Alors, elles vont commencer à vous donner les réponses. Maintenant, il va falloir peut-être travailler sur des aspects personnels pour pouvoir vraiment lâcher prise. Mais si déjà vous êtes clair sur le style de manager que vous voulez être, et je vous donne des exemples complètement extrêmes, je veux être un manager extrêmement contrôlant, bah, vous savez déjà que vous allez aller à l'encontre de la délégation et du lâcher prise. Donc, pardon. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion qui va vous permettre de réaliser où est-ce que vous vous trouvez en ce moment et de pouvoir dire: «OK, je vois bien que c'est pas forcément la meilleure posture pour pouvoir arriver, à déléguer et à lâcher prise. Donc quelle serait la meilleure posture pour moi?» Donc vous entamez déjà ce chemin de réflexion sur: «OK, si c'est là où j'en suis aujourd'hui avec ces premières réponses, j'imagine que pour pouvoir arriver à une délégation et un lâcher prise, il faudrait plutôt que j'ai cette posture-là». Donc vous imaginez l'état futur, du manager que vous souhaitez être et puis ensuite, petit pas à petit pas, choisir un élément sur lequel vous voulez travailler pour pouvoir aller dans cette direction. Donc c'est une accumulation de petites choses que vous allez devoir faire pour pouvoir arriver vraiment à bien déléguer et à lâcher prise. Mais ça induit beaucoup de réflexion sur soi-même et beaucoup de changements potentiellement qui vont être des changements avant tout personnels, avant de changer l'équipe. C'est avant tout de vraiment réfléchir à: «OK, c'est quoi ce changement de posture pour moi? Et qu'est-ce que je dois faire différemment, moi, pour pouvoir être vraiment bien dans cette posture?» Très Ah, bien. Vous avez de l'écho? Attendez, là, voilà, j'ai encore des questions. Alors, ça arrive. Sacha qui nous demande le fait de fédérer et d'employer l'approche adaptée, avoir l'esprit rassembleur, autant que faire se peut, semble à ce que je comprends le secret des fondamentaux managériales. C'est pas vraiment une question, mais c'est un constat plutôt. Alors, je me permets de rebondir. Bien sûr. J'ai de l'écho, Valérie. Voilà. Je me permets de rebondir. Oui, effectivement, le fait de rassembler est clé dans le management, simplement parce que chaque personne qui se lève le matin pour aller au travail, elle a envie de bien faire. Je connais personne qui se lève le matin en se disant: «Je vais faire le pire possible aujourd'hui». Donc, elle a envie de bien faire, elle a envie de contribuer, elle a envie d'ajouter de la valeur. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que le manager laisse la place à ça. Et donc, il faut que le manager puisse ouvrir des conversations, puisse mettre en place des forums où on va aller écouter, récolter
quels sont les apports que les membres de l'équipe peuvent faire pour qu'on arrive à un succès de l'équipe. Donc oui, tout à fait, c'est une bonne observation. Et je réponds à la dernière question que je viens de voir aussi. Je suis sur ma lancée. Comment faire si le manager est moins qualifié techniquement que les experts qui forment son équipe? Le manager ne peut pas être un référent technique. Alors, c'est exact. Mais alors là, par exemple, pour être en position de coach, vous êtes dans la meilleure position possible. Parce que comme vous ne savez pas, vous allez être obligé de poser des questions. Et vous allez être obligé effectivement de faire confiance à vos équipes et de voir toutes les compétences et toutes les capacités qui sont dans l'équipe pour pouvoir trouver la meilleure solution. Les meilleures solutions sont rarement trouvées par une seule personne. Elles sont trouvées en général par un ensemble de personnes qui vont apporter des perspectives différentes. Et donc, si vous n'avez pas les compétences techniques, c'est là où il est encore beaucoup plus important, effectivement, d'avoir les apports de l'intelligence collective et puis d'avoir cette position de coach qui va vraiment vous permettre d'aller mettre en valeur les compétences de vos collaborateurs. Donc, merci beaucoup, très bien. Donc, on va prendre la toute dernière question parce qu'on est déjà gentiment à la fin du live. Hein. Donc, si les attentes de l'équipe et de la hiérarchie sont très divergentes, comment réaligner ceci? Alors, je suis obligée de me déplacer. Donc, Margot, est-ce que tu pourrais peut-être répondre? Oui. Ça, c'est un challenge, un des 12 challenges qui ressortent forcément de la posture de manager. Ce côté un peu tampon entre deux dynamiques qui peuvent sembler parfois divergentes. Comment réaligner cela? On va plutôt être sur comment déjà aller comprendre la cohérence finalement, parce que c'est des avis qui peuvent sembler contraires ou opposés, mais qui ne le sont pas forcément. C'est comme si on échange sur deux leviers différents, à deux niveaux d'information différents, mais c'est justement sur comment créer ce positionnement du manager qui est pris entre les deux pour créer ce lien. C'est une des thématiques, parce que je pense que la réponse peut aussi être assez longue, ou je ne sais pas si tu veux aussi l'aborder peut-être plus brièvement et spécifiquement à Florence, mais c'est une des thématiques qui est centrale à travers la formation du manager de proximité, où justement on va d'abord fixer ou ancrer son positionnement avec sa hiérarchie et ensuite aussi son positionnement avec son équipe. Oui, mais juste peut-être pour ajouter, effectivement, le manager est le représentant de l'organisation. Hein. Donc, vous avez le rôle effectivement de faire remonter les voix du terrain, hein, des membres de votre équipe vers votre hiérarchie pour que votre hiérarchie soit aussi au courant de ce qui se passe sur le terrain. Mais évidemment, si l'organisation a une direction qui est claire pour des raisons stratégiques, hein, par exemple, et qu'elle n'est pas alignée avec les membres de l'équipe, là, votre rôle est de représenter la direction, de représenter les choix stratégiques qui auront été faits et d'aider vos collaborateurs à comprendre qu'est-ce qui va être intéressant pour eux, qu'est-ce qui va leur apporter de la valeur dans ces prises de position, dans ces directions. C'est un exercice qui est parfois difficile, effectivement, on y rencontre des résistances, mais c'est vraiment l'exercice qu'il va falloir faire. Voilà, très bien. Merci beaucoup.
Je pense on déborde un petit peu. On va gentiment conclure, si vous le voulez bien, ce live. Florence, Margot, je vous remercie vraiment pour vos interventions, pour ce webinaire qui était très intéressant. On a pu avoir un début de réponse à tout ça. Moi, je vous invite vraiment à aller plus loin dans le développement de vos soft skills, dans le management, etc., en allant visiter évidemment le site d'Ariac. Et sur JobWatch, vous retrouvez également les formations de l'Ariac. Encore une fois, je vous remercie tous pour ce live. Vous recevrez d'ici la fin de la semaine ou en tout début de semaine prochaine quelques informations par email par rapport à ce live dans le replay en vidéo, afin que vous puissiez vous remémorer un peu tout ça. Voilà ce que j'avais à dire pour le mot de la fin. Est-ce que Margot, Florence, vous avez un mot de la fin? Je laisserai Margot terminer, juste pour vous dire de nouveau merci. C'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. J'ai formé nombre de nouveaux membres managers d'équipe durant ces 5 dernières années, et après chaque formation, il y a des découvertes et tout le monde en ressort vraiment ravi. Donc, je ne peux que vous encourager à activement travailler sur cette transition pour qu'elle soit qu'elle vous apporte le plus de succès possible. Merci Florence. Pour ma part, j'aurais juste conclu avec une petite stat qui dit que d'ici 2030, on aura 30 à 40% des tâches quotidiennes de plus de la moitié des métiers qui devraient être automatisés, ce qui fait monter en puissance la valeur des aspects humains, puisque c'est la grande valeur, j'ai envie de dire même précieuse, de l'être humain, le savoir-être, la capacité relationnelle. Et donc, c'est aussi pour nous encourager à se déployer pleinement dans ces domaines. Merci à tous pour l'attention, en tout cas, pour votre écoute, vos questions. Et c'était un plaisir. Et merci à JobWatch aussi de nous avoir permis de faire cette présentation. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et on vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit, bonne journée, belle fin de semaine à tous. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux lives sur JobWatch. Donc n'hésitez pas à rester inscrit à la newsletter. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.